avec le livre de Shemot. Donc le livre de Shemot, effectivement, c'est intéressant parce qu'on débute un nouveau livre, et donc ça nous permet de nous engager à nouveau sur la lecture de la Torah. Le livre de Shemot, il est tout de même différent du livre de Bereshit, dans le sens où, dans le livre de Bereshit, on a affaire à des histoires qui sont individuelles, au niveau de l'individu. Adam Arishon, Noach, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce qui fait que le processus d'identification, et ce qu'on va dire les midot, ou les leçons de morale qu'on peut tirer de leur comportement, ce travail-là, il est beaucoup plus facile que pour le Sefer Shemot. À partir du Sefer Shemot, il n'est plus question d'individu, mais il est question d'un peuple. Il y a une dimension collective, et ce qui fait que ça devient un jeu déjà plus complexe, d'essayer un peu de distiller, de décanter l'histoire, pour essayer, à titre individuel, d'en tirer des leçons. Et donc, il faut faire ce travail à chaque fois, d'essayer de prendre du recul, de synthétiser l'histoire qu'on a en face de nous, et à partir de là, mais à mon niveau individuel, qu'est-ce que ça m'apprend ? Qu'est-ce que la Torah veut-elle me dire ? Et quelles leçons elle souhaite me donner ? Parashat Shemot, c'est une paracha qu'on peut diviser essentiellement en 3 grandes parties. La première partie, c'est les éléments de contexte. Première partie, c'est les éléments de contexte, les Bnei Israël, la servitude des Bnei Israël, ils sont réduits à la condition d'esclaves, et la présentation aussi du personnage de Moshe Rabbeinu. Alors l'idée, c'est que ça soit aussi un peu interactif, il n'y a pas que moi qui vais parler, donc parfois je vous pose un peu des questions. Donc votre arabe, évidemment, le Rav, il est interdit de réponse parce qu'il connaît il les connaît. Donc le Rav, interdiction de répondre, mais vous avez le droit de répondre, d'accord ? Donc effectivement, présentation de Moshe Rabbeinu dans la première partie de la paracha. Deuxième partie de la paracha, c'est Moshe Rabbeinu ou Akadosh Baruch Hu qui se dévoile à Moïse. Et il lui explique le projet de libération de Bnei Israël. Et il y a toute une discussion qui va durer. Est-ce que vous savez combien de temps va durer cette discussion entre Moshe Rabbeinu et Hachem ? Pendant combien de temps Hachem va essayer de convaincre Moïse d'aller délivrer les Bnei Israël ? Une idée ? Quelques heures ? Alors 40 jours, c'est l'histoire de Matan Torah. C'est dans quelques semaines. Non, c'est pas 40 jours. Plusieurs jours, ça va durer une semaine en tout. Le Midrash va nous dire que pendant une semaine, il va y avoir un aller-retour entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu pour le convaincre absolument d'aller délivrer les Bnei Israël. Alors il faut bien comprendre que le personnage ici de Moshe Rabbeinu, comme on dit, Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam, quelque part il avait peur de se brûler les ailes aussi en partant dans cette mission. Il y a plusieurs arguments qu'il va amener, et on sait qu'un des derniers arguments, le dernier argument qu'il va amener, est-ce que vous savez c'est lequel ? Quel est le dernier argument que Moshe Rabbeinu va amener pour quelque part, pas se dédouaner, mais dire, se justifier de ne pas vouloir délivrer ? Non. Ah non, alors justement, le fait Kikevatpe ou Chvad Lachon Anochi, c'est l'un des avant-derniers arguments, mais c'est pas le dernier. Non, justement, c'est ce qu'on vient de dire, ça c'était avant, ouais. Non. Donc ça c'est avant aussi. Ah, Chazak ou Baruch. Shelachna beyad tishlach. Le dernier argument de Moshe Rabbeinu, et là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va s'énerver sur Moshe, Vaïcharaf Hashem al Moshe, il va lui dire Shelachna beyad tishlach, autrement dit, écoute, le représentant, le Navi, le prophète de l'époque, c'était Aaron, mon grand frère. Alors je t'en supplie, Shelachna s'il te plaît, Shelachna beyad tishlach, celui que tu as l'habitude d'envoyer, Aaron, mon grand frère, tu l'envoies délivrer les Bnei Israël. Déjà, il y a une première leçon qui est importante ici, c'est que Moshe Rabbeinu a refusé toute fonction, aussi honorifique qu'elle soit, si ça venait quelque part perturber le kavod de son frère. Et ça, c'est important déjà de comprendre ça. Que Moshe Rabbeinu a un des derniers arguments, et en fait ce qu'il nourrissait depuis le début, tout le reste finalement c'était des prétextes, il ne voulait pas faire de la peine à son frère Aaron. Combien nous aussi ça nous renvoie à nous-mêmes, quand il s'agit peut-être, je ne sais pas, dans le monde du travail ou ailleurs, ou même dans la famille, de parfois essayer d'être attentif, et on va parler de ça, d'être attentif au ressenti des autres. Même Moshe Rabbeinu, il a été capable de refuser jusque pendant une semaine. C'est bien, ça le papa. Avec. C'est donc la deuxième partie de la paracha, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu qui convainc Moshe Rabbeinu. Et vous savez bien que Akadosh Baruch Hu va lui dire, ne t'inquiète pas, non seulement tu vas y aller, mais Aaron il va se réjouir. Il va se réjouir de voir que c'est entre tes mains que se situe la Géoula. Troisième et dernière partie de la paracha, et elle est importante, c'est une partie qu'on élude un peu, c'est la première confrontation entre Moïse et Pharaon. Alors il ne va pas être seul, il va être accompagné de son frère Aaron, et il va être également accompagné de ce qu'on appelait les skenim. Les skenim, c'est à l'époque les représentants du peuple. Littéralement, Zaken, c'est un ancien,
Donc c'est ceux qui avaient, on va dire, le rôle représentatif des Bnei Israël. Hachem lui dit ne va jamais seul, voire pas le Pharaon. Effectivement. Toujours accompagné. Effectivement. Et donc, première confrontation entre Pharaon et Moshe Rabbeinu, et malheureusement, cette confrontation, elle va se solder par un échec cuisant, mais non seulement c'est un échec, mais pire que ça. C'est-à-dire que les conséquences vont être encore plus négatives pour les Bnei Israël. Quelles sont les conséquences ? Effectivement, il va leur demander, on leur fournissait initialement la paille, on leur fournissait les matières premières pour fabriquer les briques, et donc à partir de là, Pharaon, et on va revenir sur ce point-là, Pharaon va leur dire, maintenant c'est vous qui allez vous-même fabriquer les briques. Et je veux que le quota de briques de construction reste le même. 3 parties de la paracha. Première partie, élément de contexte. Deuxième partie, la rencontre entre Moïse et Hachem. Troisième partie, la première confrontation entre Pharaon et Moïse. La paracha, elle est claire ? À partir de là, on va essayer de faire ce travail de distillation, de synthèse. À notre niveau, à notre échelle, qu'est-ce que ça nous dit ? On parle d'une histoire collective, mais nous, à notre niveau, qu'est-ce que ça nous dit ? En fin de compte, en définitive, on parle de quoi ? On parle d'un peuple qui est en difficulté, qui traverse une des pires périodes de son histoire. D'accord ? Le Midrash, il est extrêmement riche pour nous raconter, et c'est tout l'enjeu aussi de la Haggadah à Pessah, de nous raconter à quel point les Bnei Israël ont souffert en Égypte. C'est une situation qu'à notre niveau, on peut tous aussi traverser. On rencontre des périodes de nos vies où, malheureusement, tout va pas très bien. Et on a le sentiment qu'il y a parfois ce qu'on appelle un Melech Mitzrayim. On a le sentiment d'être assujetti à une force, peut-être néfaste, qui nous empêche un peu de sortir et de nous exprimer, de nous émanciper. Les Bnei Israël, il faut comprendre qu'ils étaient coincés à ce moment-là, et ça nous arrive à nous d'avoir des périodes où on est coincé. Et ce qui va se passer, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va les délivrer. Les miracles, la mer Rouge, Matan Torah. Donc peut-être que comprendre ici l'histoire des Bnei Israël, c'est comprendre ce qui, à notre niveau, nous, parfois nous permet de nous extirper d'une servitude qu'on s'impose ou qu'on voudrait nous imposer à nous-mêmes. Quand on traverse des situations difficiles, autrement dit, quels sont les déterminants qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir s'en sortir, qu'on va pouvoir être libéré ? Et c'est là que je vous pose la question, à 1 million, quel a été le déterminant de la Géoula des Bnei Israël ? À partir de quel moment on a dit qu'il fallait changer les choses ? Qu'est-ce qui a mis fin, ou qu'est-ce qui a déclenché le processus de Géoula des Bnei Israël ? Ce que je vous demande, c'est ce qui fait la transition entre la première partie et la deuxième partie de la paracha. Première partie, élément de contexte, on présente Moshe Rabbeinu, et deuxième partie, Akadosh Baruch Hu décide d'élire Moshe Rabbeinu pour délivrer les Bnei Israël. Est-ce que l'un d'entre vous, il a une idée ? L'attente du Messie. L'attente du Messie. La communauté attendait le Messie. Le libérateur. Alors, ce qu'on va faire, et ça c'est très important quand on étudie le Chumash, c'est que Baruch Hashem aujourd'hui, on a vraiment une multiplication des connaissances, une multiplication des sources, et il est fondamental de revenir au texte directement. C'est-à-dire que En Mikrayotse Bipshuto, c'est intéressant, enfin c'est important de s'attacher à ce qui est écrit dans la Torah. Effectivement, le Midrash, le Zohar, on va avoir de nombreuses sources qui vont nous donner des raisons. Mais moi je veux que, initialement, on s'intéresse au texte de la Torah. Dans la Torah, qu'est-ce qui a marqué et qui nous dit, qui nous raconte qu'à partir de ce moment-là, les Bnei Israël ont mérité d'avoir Moshe Rabbeinu, d'avoir les 10 plaies d'Égypte, d'avoir la Kriyat Yamsouf et d'avoir Matan Torah en Hadak Baruch. Ça se résume à un mot. Abraham. Alors ça c'est intéressant, on va reprendre ta remarque. Mais ça c'est intéressant, la promesse d'Abraham. Parce que dans la lecture de la sortie d'Égypte, il y a un déterminisme qui est très dérangeant. Vous savez que souvent on entend les calculs des dates. Et c'était 400 ans en Égypte, et 210 ans, et on a calculé, etc. Au point même où vous savez qu'il y a une tribu qui s'est malheureusement emmêlé les pinceaux, qui ont fait un mauvais calcul, et ça nous renvoie à nous-mêmes, au calcul du Mashiach et à tous ces calculs qui sont complètement invraisemblables par rapport à l'histoire du peuple juif qui est En Mazal Israël. C'est-à-dire on ne repose pas sur des déterminants cosmiques qui nous dépassent. Alors effectivement, il y a une part qui existe, mais le secret et l'identité juive, c'est de comprendre que tout réside entre nos mains, qu'il n'y a rien d'écrit d'avance. D'accord ? Et souvent, le grand rabbin l'a souvent rappelé dans ses shiurim. Donc le déterminisme, il va falloir le mettre de côté. Parce que de dire que, effectivement, il y a eu l'alliance d'Abraham, qu'à un certain moment, il fallait les délivrer, ça ne peut pas nous parler à nous. C'est pas possible de dire une chose pareille. Alors oui, effectivement, pour comprendre certains éléments, l'associer, oui, mais de dire que c'est l'essence de la délivrance du Ham Israël,
Il faut arrêter avec ce discours. Et ce discours, il nous renvoie, je vous le dis aussi, par rapport au Mashiach. Souvent, on va voir des vidéos, on va voir des gens qui vont nous dire les calculs et la date, et un tel est mort, etc. Et c'est un signe. Mais ça, c'est pas... Ça, il faut comprendre que dans toutes les religions, ils l'ont. Dans toutes les religions, ils ont ces calculs. Et que le juif, il réfléchit d'abord avec sa tête. Et c'est d'abord une question de volonté. C'est d'abord une question d'initiative personnelle. Donc le déterminisme... Oui, vous voulez intervenir. Le déterminisme, il faut essayer, pendant un temps, de mettre de côté cette raison dans la lecture de la délivrance de Bnei Israël. Par contre, ce qu'a dit mon cher confrère, Vaïzarakoum, effectivement, tout le processus, l'élément déclencheur qui a changé la situation des Bnei Israël se résume à un terme, Vaïzarakou. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça signifie, Vaïzarakou ? Crier. Alors qu'est-ce que ça veut dire crier et pourquoi c'est important de s'arrêter sur ce mot ? Il y a un commentaire de Rabbi Haïm Ben Atta, le Or Haïm Akadosh, qui explique ce que signifie le mot Vaïzakou. Il signifie Vaïzakou, certes, crier, mais qu'est-ce que ça veut nous dire, crier ? Ça veut dire que ne comprend surtout pas qu'il s'agissait d'une tfila. On ne parle pas ici d'une tfila. Les Béné Israël n'ont rien fait de spirituel à ce moment-là. Et il le met en opposition avec un autre terme qu'on utilise, qui est le terme Vaïtzak, avec un tzadé, avec un tzadik. On a Vaïzarakou et Vaïtzakou. Vaïtzakou, c'est crier en direction de quelqu'un. Vous savez que les Bnei Israël, ils vont aller voir Pharaon, et la Torah va nous dire Vaïtzakou el paro. Ils ont crié, ils se sont plaints, c'est une plainte qui est dirigée. Par contre, Vaïzak, c'est un cri de douleur, c'est un gémissement. Non, dans l'imploration, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un destinataire. Lorsqu'on implore, on implore quelqu'un. Là, c'est ce que je vous dis. On ne parle pas du tout de ça, Vaïzarakou. Ils ont simplement exprimé une douleur. Autrement dit, je ne vais pas le faire, mais si je viens et je vous pince, vous dites aïe, ça s'appelle Vaïzak. Les Bnei Israël, ils ont dit aïe, on a mal. C'est ça qu'ils ont dit. Et ils ont simplement dit ça, et il n'y a rien de spirituel dans ce qu'ils ont dit. Et ça, c'est important. Parce que là aussi, vous allez avoir beaucoup de commentaires, vous allez entendre beaucoup de cours, on va vous dire c'est la tfila, la force de la tfila. Mais justement, le texte ne dit pas que c'est la tfila. Vaïzakou, ils ont simplement dit qu'ils avaient mal. C'est insupportable, on a mal. Et on entend dans tous les shiurim, ils ont prié. Non, Vaïzakou, Vaïtzakou, c'est deux choses différentes. Ils ont simplement dit qu'ils avaient mal. Et c'est là où ça va être important de s'arrêter, puisque de comprendre, mais s'il n'y a rien de spirituel, s'il n'y a rien de divin dans cette expression, comment se fait-il qu'elle soit l'élément déclencheur ? Et qu'est-ce que ça vient nous dire sur les Bnei Israël ? Qu'est-ce que ça nous raconte ? D'exprimer une douleur, de dire qu'on a mal, de verbaliser un inconfort, en quoi ça incarne les déterminants du changement de la personne ? En quoi ça a permis de déclencher la délivrance des Bnei Israël ? Cri de révolte. On va y venir. Bon, en tout cas, c'est la question principale qu'on va se poser. Ouais. Alors, est-ce qu'eux, ils ont fait quelque chose, finalement ? Alors, on va comprendre justement qu'est-ce qui va se passer exactement et qu'est-ce que ça veut dire simplement de dire qu'on a mal. Et en quoi de dire on a mal, de quoi de dire on a mal, ça peut changer les choses même dans notre vie au quotidien. Alors, Vatal, Shavaratam el Elokim, ça c'est la première chose, Shavaratam c'est la plainte. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Akadosh Baruch Hu va se révéler à Moshe Rabbeinu, il va lui dire « J'ai entendu justement et Tsarakat Bnei Israël ». Et le Lachon va changer. Il va dire Tsarakat Bnei Israël comme si c'était une fila. Alors, on reste avec ces éléments-là. Parce que de comprendre comment se fait-il que d'une plainte, que de l'expression primitive d'une douleur, Akadosh Baruch Hu est estimé que ça avait valeur d'une tfila, ça c'est un autre développement, c'est un autre shiur, que Be'ezrat Hashem, on aura peut-être l'occasion de faire dans un autre cours. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est simplement, comment en exprimant une douleur, ce qui n'est pas une plainte véritablement, une plainte, elle est aussi dirigée. Quand on se plaint vers quelqu'un, on se plaint auprès de quelqu'un. Ici, c'est simplement le fait de dire que j'ai mal qui a changé les choses. Comprendre qu'est-ce que ça nous raconte, qu'est-ce que ça nous dit sur les Bnei Israël. Alors c'est vrai que de prime abord, on se dit, comme vous l'avez dit, ils ont peut-être réalisé, mais qu'est-ce qu'ils ont réalisé ? Qu'est-ce qu'ils sont réalisés exactement ? Et on va comprendre que, vous prenez cette question, on la laisse de côté, on la met sur le côté, qu'est-ce que ça nous raconte sur les Bnei Israël Vaïzakou ? En quoi c'est suffisamment important ? Et on va essayer de s'attarder sur une autre partie de la paracha. Dans laquelle on va avoir l'occasion justement d'introduire notre fameuse notion sur la psychiatrie. La partie de la paracha sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est la dernière. Première confrontation entre Pharaon et Moshe. Alors en vérité, ce qui est intéressant,
Déjà, c'est de comprendre que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va se dévoiler à Moïse, il va lui dérouler un plan en 3 étapes. Il va lui dire, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller te dévoiler, tu vas aller auprès de qui? La première personne auprès de qui Moshe Rabbeinu est allé? C'est Sa famille. Alors sa famille, il leur a dit oui, mais c'était pas l'injonction divine. Il a bien dû leur dire, parce qu'il a dû justifier auprès de son beau-père Yitro, je pars de Midian, je vais en Eretz Mitzrayim pour aller délivrer les Béné Israël. Effectivement. Akadosh Baruch Hu lui dit, la première personne à qui tu vas dévoiler le message, c'est Aaron. Ensuite, toi et Aaron, deuxième étape, vous allez voir les Ekenim, les anciens. Et ensuite, toi, Aaron et les Skenim, vous allez voir Pharaon. Un plan en 3 étapes, d'accord? Alors pourquoi je le détaille? Parce qu'il y a un fait intéressant. C'est que lorsque Moshe se dévoile à Aaron, il lui dit simplement, il lui raconte, la Torah nous dit, il lui raconte ce qui s'est passé. Et Aaron, il n'en demande pas plus. Lorsqu'il va voir les Ekenim, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il n'a pas simplement raconté que Dieu s'était dévoilé à lui, mais il a réalisé des... Qu'est-ce qu'il a réalisé devant les Skenim? Des Otot. Il a réalisé des prodiges. Les 3 prodiges qu'il a réalisés, c'est lesquels? Le premier, le bâton. Donc ça, c'est dans la deuxième partie, le milieu de la paracha, où Akadosh Baruch Hu donne les signes. Le bâton qui se transforme en serpent, la main qui devient lépreuse, et l'eau qui se transforme en sang. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que vis-à-vis de son frère Aaron, il n'a pas eu besoin de lui prouver quoi que ce soit. Aaron, en tant que frère, il avait suffisamment confiance dans la parole de Moïse pour ne pas demander plus que ça. Et on voit la confiance déjà, ça nous dit aussi, ça nous raconte quelque chose sur la confiance qu'il doit y avoir dans une famille. Dans une famille entre frères, on devrait arriver à un tel niveau de confiance où on n'a pas besoin de se prouver des choses entre nous. On doit être normalement en mesure de suffisamment se faire confiance pour ne pas avoir des signes. Alors Moshe Rabbeinu et Aaron, quand ils arrivent devant les anciens, ils réalisent des signes. Il y a juste un petit point, et on le développera peut-être à Matan Torah. Il faut comprendre que jusqu'à présent, ce processus de révélation ne diffère en rien des autres religions et que c'est exactement la même mécanique. D'accord? Donc dans le christianisme, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Dieu s'est dévoilé à moi et il a réalisé des prodiges. Dans l'islam, c'est exactement pareil. Le différentiel, il va se faire à Matan Torah, au don de la Torah. Raison pour laquelle, au moment de Matan Torah, au moment où Dieu va donner la Torah, c'est à ce moment-là seulement où il va dire Vegam becha ya'aminu leolam. À ce moment-là, précisément, ils croiront en toi à jamais. Autrement dit, jusqu'à Matan Torah, le don de la Torah, le peuple juif est en suspens dans sa croyance. Et vous savez qu'il est important de comprendre qu'il y a des halachot, comme quoi que si demain il y a quelqu'un qui se présente avec des signes, qui réalise des prodiges, mais on aura l'occasion d'en reparler dans un autre cours, avec une parole qui ne contredit pas celle de la Torah, il y a une mitzvah, il y a un chiyuv, une obligation de le croire. Tant que ces paroles ne contredisent pas la Torah. C'est une halakha du Rambam, mais on y reviendra plus tard. Moi, ce que je veux vous souligner, c'est le fait que Moshe ait réalisé des prodiges, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, et qui n'est pas gage de confiance, tant qu'il n'y a pas eu Matan Torah. D'accord? Bon, c'était un petit aparté. Moshe Rabbeinu arrive devant Pharaon, et là, il lui dit, délivre mon peuple. D'accord? Et alors là, Pharaon, et ça aussi c'est important de noter ce détail, Pharaon, il va lui dire, mais déjà, Mi Hachem, qui est Shema Bekolo, c'est qui Dieu pour que j'écoute sa voix, et en plus, je vais laisser les Bnei Israël sortir. Et là, ce que va faire Pharaon, comme je l'expliquais, ça va être encore plus néfaste pour les Bnei Israël, puisqu'il va alourdir leur labeur. D'accord? Mais vous savez, la justification que Pharaon utilise, et j'attire votre attention, elle est très précise. En quoi il justifie le fait qu'il alourdit leur labeur? Pourquoi Pharaon décide subitement de dire « Ah, mais en fait, il faut que je les fasse travailler ». Est-ce que vous savez l'expression ou l'idée ou la svara qu'il va utiliser, la logique? Qui nirpimhem. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, nirpim? Ce sont des fainéants. Pharaon, il a compris que c'était des fainéants. Et qu'est-ce qui lui a fait comprendre? C'est marqué dans tout ce que je dis là, c'est que le texte de la Torah. Donc peut-être que quand on reviendra au cours, on prend le chumash et vous lisez la paracha. Qui nirpimhem. Il leur dit, c'est des fainéants. En quoi c'est des fainéants? Parce que la demande de Moshe Rabbeinu, c'était la suivante. Laisse partir mon peuple, venisbecha l'Hashem Elokeinu, afin qu'on puisse faire des sacrifices pour notre Dieu. Et Pharaon, il s'est dit, attends, mais ils se moquent de moi ou quoi? Qui me disent qu'ils veulent partir parce qu'ils ont souffert? J'entends. Qui me disent qu'ils veulent partir parce qu'ils en ont marre de la servitude? J'entends. Mais qui me disent qu'ils veulent partir parce qu'ils veulent aller voir leur Dieu? Ils veulent aller sacrifier des offrandes pour leur Dieu. Mais pour moi, c'est du fainéantisme en fait. On voit que dans la lecture de Pharaon, Pharaon lit le rapport au divin comme si c'était quelque chose, une perte de temps, quelque chose de oisif. Et ça nous renvoie aussi à nos représentations. C'est ce qui fait débat aussi en Israël.
à savoir quel regard on a sur le monde de la Torah. Souvent l'argument qui est utilisé, mais c'est des fainéants, mais c'est des gens qui ne veulent pas travailler, qui veulent rester toute la journée assis et étudier, ouvrir un livre, ils ne veulent pas travailler. Mais vous savez que cet argument, à l'origine, c'est l'argument de Pharaon, où Pharaon, il dit « Nirpim, ce sont des fainéants ». Cet argument, à l'origine, il vient de Pharaon. Alors évidemment, je ne suis ni en train de défendre une cause ni une autre. Simplement, j'attire votre attention sur la lecture de la Torah et sur le personnage de Pharaon. Mais ce qui est encore plus étonnant que la réponse de Pharaon, c'est la réaction des Bnei Israël. Soudainement, les Bnei Israël, ils vont dire « c'est pas possible, on n'en peut plus ». Ils vont aller voir Pharaon, ils vont se plaindre. Pourquoi je vous dis que c'est étonnant ? Parce que depuis le début de la paracha, les Bnei Israël, on ne les entend pas. Il y a un silence des Bnei Israël qui est terrible. Et il y a cette espèce de contraste entre la première partie de la paracha, où on nous décrit l'esclavage sur un hamoud, on ne nous dit pas une seule seconde ce que le Bnei Israël ressente, on a le sentiment qu'il y a une forme d'acceptation, d'asservissement, et on arrive à la fin de la paracha, et les Bnei Israël ont l'air de se réveiller et de dire « Ah non, 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 fabriquer les briques, on ne peut pas ». Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'auparavant, tu tolérais ce qui s'était passé ? Rendez-vous compte, c'est comme si demain, vous êtes dans un goulag, on vous fait faire les pires travaux forcés, et à un moment, il y a le chef du camp qui vous dit bah tiens, désormais, c'est toi qui vas passer le balai. Ah non, passer le balai, je peux pas. Passer le balai, tu peux pas, mais depuis tout à l'heure, tous les travaux forcés que tu as acceptés, c'était quoi alors ? Qu'est-ce que ça signifie que soudainement, les Bnei Israël, ils se sont réveillés ? Il fallait un déclencheur. Mais c'est justement ça qu'il va falloir comprendre. Quel a été le déclencheur ? La coupe est pleine, et donc ça suffisait pas qu'on prenne les Bnei Israël, qu'on prenne les enfants des Bnei Israël, qu'on les mette dans le Nil. À ce moment-là, les Bnei Israël viennent pas se prendre au pied de Pharaon. Il y a quelque chose qui a changé. Moi, ce que je veux juste mettre en lumière, c'est le contraste entre l'attitude silencieuse d'assujettissement, d'asservissement des Bnei Israël en début de paracha, et la fin, où quelque part, j'ai envie de dire avec le sourire qu'on retrouve nos Bnei Israël, ceux qui ont l'habitude de se plaindre. On les retrouve dans tout le Sefer Bamidbar, qui vont se plaindre de la manne, ils vont se plaindre de Moshe. On les retrouve enfin, ceux qui ont l'habitude de se plaindre. On dirait que l'esclavage, il n'y a pas eu de question. Il n'y a pas une fois où on en parle des plaintes des Bnei Israël. Et il faut attendre qu'on leur demande de fabriquer des briques pour qu'ils en viennent à se plaindre. Il y a forcément quelque chose qui a changé. Moi, mon constat, c'est juste le contraste. Après, la question, et vous allez comprendre que toutes les questions que je vous pose, finalement, elles vont reposer sur une réponse essentielle. Mais l'idée, c'est simplement de mettre en lumière ce contraste. Qu'il y a quelque chose qui a changé, mais c'est de comprendre qu'est-ce qui a changé pour qu'il soit silencieux et qu'à la fin, finalement, pour une histoire de paille et de briques, ils en viennent à se plaindre. À un moment donné, il y a Moïse qui tue un Égyptien. Ouais. Et les Juifs, ils lui disent c'est inacceptable, toi, en tant que Juif, tu as tué quelqu'un ou... Alors, c'est pas ce que dit la Torah, encore une fois. Pas dans ce sens-là, mais... Ouais. Ce qui a marqué dans la Torah, c'est que Moshe Rabbeinu, effectivement, il a tué un Égyptien pour défendre un autre Hébreu. Qu'ensuite, après, il a revu une dispute. On ne nous en dit pas plus sur les réactions des Bnei Israël. Même à ce moment-là, on ne nous en dit pas plus. Mais entre ce contraste, entre le silence des Bnei Israël en début de paracha et leur plainte en fin de paracha, il y a un silence qui est encore plus pesant que celui des Bnei Israël. C'est le silence de qui ou c'est le silence de quoi en début de paracha ? Moi, ça me rappelle un peu la Megillah. Dans la Megillah, il y a un fait un peu particulier. La Megillat Esther. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la Megillat Esther ? Il n'y a pas le nom d'Hachem. Pendant toute la durée, pendant toute la description de l'esclavage, il n'y a pas une seule fois le nom d'Hachem qui apparaît dans le Sefer Torah, vous pouvez vérifier. Le seul moment où il va apparaître, c'est juste après Vaïzarakou. Tant que les Béné Israël n'ont pas exprimé de douleur, le nom d'Hachem n'apparaît pas. C'est quand même terrible. Ça veut dire que sans cesse, on nous radote à longueur de journée que dans l'épreuve, dans la difficulté, il faut voir la main d'Hachem. Mais la Torah elle-même, lorsqu'il s'agit de nous décrire la pire période de l'histoire des Béné Israël, elle ne cite même pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Elle ne le cite même pas. Mais c'est pire que ça. C'est qu'au moment justement où le nom d'Akadosh Baruch Hu apparaît la première fois dans le Sefer Shemot, c'est pas qu'il apparaît simplement, mais il apparaît dans une figure de style qu'on appelle l'anthropomorphisme. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça signifie ? À part Monsieur le Grand Rabbin. Anthropomorphisme. Donc anthropo c'est humain et morphisme c'est ressemblance. Attribuer à quelque chose qui n'a pas de représentation humaine, une représentation humaine. Un anthropomorphisme. Autrement dit, c'est de dire que Dieu, il écoute. Vaishma Elohim, Dieu il a écouté. Vayar Besivlotam, il a vu. Vaiskor et Berito, il s'est souvenu d'alliance. Vayeda, et il a pris conscience. Dans la Torah, subitement, lorsqu'on présente Akadosh Baruch Hu dans le Sefer Shemot, on le présente de façon presque, chas v'shalom, mais humaine. Il entend, il voit, il se souvient, il prend conscience. C'est même c'est puéril parce qu'en fait tout ce qu'il ressent
Tout à fait, ouais. Tout à fait, bah oui, oui. Mais c'est... Mais... Ouais. 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 Mais donc c'est que la Torah veut nous dire quelque chose ici. Mais en quoi le fait que les Béné Israël ils ont pris conscience de leur souffrance, ça a subitement fait apparaître le bon Dieu. Mais c'est pas ça qu'on nous enseigne. Non, mais voilà, c'est ça la rigueur. Demandez l'aide d'Hachem, priez pour Hachem. Mais c'est ce que je vous ai dit au début du shiur. Il n'y a rien de divin dans ce qu'ils ont fait, il n'y a rien de spirituel. Ils ne se sont pas adressés à Hachem. C'est là la différence. S'ils ne se sont pas adressés à Hachem, ils se sont oubliés dans leur douleur. Ouais. Donc ils n'étaient plus eux-mêmes au point d'en oublier Hachem. Ouais. Il y a eu peut-être, je ne sais pas si c'est une envie, mais en tout cas quelque chose qui fait qu'à un moment il faut leur rappeler qu'il y a une existence. Ouais. Une existence divine. Mais, alors je suis d'accord avec toi, mais la Torah ne le dit pas. Ils ne se sont pas souvenus une seule fois d'Akadosh Baruch Hu. Alors on va le comprendre ensemble. Mais ce que je veux dire par là, c'est le contraste entre ce que nous dépeint de l'attitude d'Akadosh Baruch Hu, la Torah, pendant l'esclavage, et à ce moment-là. À ce moment-là, tout a changé. Et vous voulez que je vous dise, enfin Baba t'as dit que c'était puéril, mais de dire que Akadosh Baruch Hu, il entend, il nous voit, Aïn Roa, Veozen Shomarat, ça c'est ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit. La Hashgacha Pratit, c'est avoir ce sentiment extraordinaire que Akadosh Baruch Hu, on est dans les petits papiers d'Hachem. Que Akadosh Baruch Hu, il s'occupe à titre individuel de nous-mêmes. Il n'y a pas de sentiment pour un être humain plus extraordinaire d'avoir conscience que Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de lui personnellement. Il nous écoute, il te voit, il t'entend quand tu lui parles, il se souvient de toi, il prend conscience de ta douleur. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que peut-être de comprendre en quoi Vaïzarakou ça a changé les choses, c'est peut-être aussi une manière de saisir les déterminants de la Hashgacha Pratit. Qu'est-ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, en définitive, il décide de s'intéresser à nous ? Qu'est-ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, vous savez souvent, Ve'afilu be'astara, shebetoch astara, Akadosh Baruch Hu, il se masque, etc. Mais qu'est-ce qui déclenche qu'on ait ce sentiment qu'Akadosh Baruch Hu, il s'intéresse à nous ? Qu'on a le sentiment d'être dans les petits papiers d'Hachem. Toutes ces questions, le contraste entre l'attitude des Bnei Israël en début de paracha, en fin de paracha, le contraste entre le silence d'Akadosh Baruch Hu durant l'esclavage et sa révélation qui est presque anthropomorphique au milieu de la paracha, et enfin ce Vaïzarakou, le fait qu'il n'y ait rien de divin, tout ça, ça repose sur une seule notion. Et pour vous expliquer cette notion, il faut que je vous parle d'un enfant, d'un petit enfant, qui est né en Moravie à l'époque, au milieu du 19e siècle. Il est né en Moravie, dans un petit village qui s'appelait Freiberg. Alors la Moravie, aujourd'hui, c'est devenu la République tchèque. Et en l'occurrence, pas de spoil s'il vous plaît, en l'occurrence, cet enfant, il est né dans une famille chassidique, où on parle yiddish. Son grand-père, il portait le shtraimel, son père, il portait le shtraimel, et son papa, il lui a offert même son premier chumash traduit et commenté à l'âge de 7 ans. Malheureusement, cette famille, elle va être exposée à un mouvement de l'époque qu'on va appeler la Haskalah. La Haskalah, j'ai bien, qu'on va appeler la Haskalah. Il faut laisser les gens rêver un peu. La Haskalah, c'est un mouvement d'émancipation et d'aucuns vont dire aussi que ça va être responsable aussi, ça va faire le lit malheureusement de l'antisémitisme et de la Seconde Guerre mondiale. Et donc cette famille ne va pas y échapper. Et donc notre petit enfant religieux, chassidique, etc., finalement, alors vont abandonner tout l'aspect rituel du judaïsme, mais ils vont conserver l'esprit. Par exemple, on nous raconte que le papa de ce petit garçon, quand bien même il faisait plus Shabbat, malgré tout le Shabbat, il ouvrait un livre de Gemara et il était versé dans l'étude du Talmud. Il y avait cette volonté de garder l'esprit du judaïsme. Alors il va faire des études de médecine, des brillantes études de médecine, il va s'intéresser à la neurologie, et à la même époque, il y a un professeur en France qui fait sensation, qui s'appelle le professeur Charcot. Alors pourquoi il fait sensation ? Parce qu'il mène ses études sur l'hypnose et sur l'hystérie. Alors l'hystérie, on parle plus de conversion hystérique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il existe des problématiques, des troubles mentaux qui ont des expressions corporelles. Et c'est tout à fait novateur pour l'époque, puisque déjà le monde de l'esprit, c'est un monde qu'on a du mal à appréhender. Mais en plus de faire le lien entre le physique et le psychique, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. D'accord ? Il y a le psychique, il y a le physique. Et là, on nous explique qu'il existe des conversions hystériques, des ponts, des relations entre le psychique et le physique. Le travail sur l'hypnose, le travail sur l'hystérie, et donc ce fameux
ce brillant élève en neurologie, il va s'intéresser à ces théories, il va faire même une étude d'un cas sur l'hystérie. Ça va être son premier cas, le cas Anao, d'une dame qui souffre, on va dire, de symptômes, et dont il va rattacher tous ces symptômes à des conflits, on va dire, à des problématiques psychiques. Et exactement en 1900, l'année 1900, il va publier, on va dire, le livre qui va être novateur de sa découverte, qui est l'interprétation des rêves. Et donc certains l'ont compris, celui dont on parle, c'est Sigmund Freud. Sigmund Freud, l'interprétation des rêves, où il va théoriser sa découverte du psychisme, et surtout ce qu'il va découvrir, et je dis bien découvrir et pas inventer, c'est l'inconscient. Autrement dit, il existe une partie de notre pensée, une partie de notre appareil psychique qui nous échappe complètement, et qui pourtant est responsable parfois de certains de nos agissements, de certains de nos comportements, et dans les cas les plus graves, de symptômes. Freud découvre l'inconscient. Alors qu'il découvre l'inconscient, c'est un cri douche pour l'époque, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il va découvrir, ou du moins il va théoriser les mécanismes qui permettent de découvrir, d'appréhender, d'explorer l'inconscient. Et ça, c'est important, parce que par définition, inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient, c'est ce qui nous échappe. Donc comment on décrit quelque chose qui nous échappe ? Comment on décrit quelque chose qu'on ne voit pas, qui est censé ne pas être conscient ? Et c'est tout le génie de Freud. C'est qu'il va mettre en place des techniques comme l'association libre, l'interprétation, les schémas de répétition, tout un tas de techniques qui vont permettre de révéler les lapsus, les actes manqués, qui vont permettre de dire « Ah, ici, c'est une expression de l'inconscient ». Alors à quoi ça sert d'explorer l'inconscient ? Et c'est toute la théorie, c'est de dire qu'on a des sentiments refoulés, on a parfois des conflits internes qui sommeillent en nous et qui s'expriment physiquement, corporellement, de manière complètement indirecte. Donc quelque part, peut-être partir dans l'exploration de l'inconscient, comprendre ce qui s'y joue, les sentiments refoulés, les conflits internes, ça peut permettre parfois d'opérer une guérison, une thérapie. C'est la naissance de la thérapie analytique. La thérapie analytique, c'est quoi ? C'est tout un processus qui vise à explorer l'inconscient à travers toutes les techniques dont je vous ai parlé, et à partir de là, essayer de guérir les symptômes qui sont apparents. C'est le fameux cas dont je vous ai parlé, le cas Anao. Alors évidemment, Freud il va affiner sa théorie, on parle de topiques, il va y avoir plusieurs topiques dans sa théorie. Donc la première topique, inconscient, inconscient, subconscient, deuxième, troisième topique, mais bon, je ne vais pas vous faire un cours de psychanalyse. Ce que je veux simplement vous dire par là, c'est comment c'est né et quel est le but recherché dans ça. Explorer l'inconscient pour comprendre ce qui se passe à la surface. Mais maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est la règle fondamentale que Freud va donner. Quand il va inventer ou il va mettre en place la thérapie analytique, qui est ce processus où on part à l'exploration de l'inconscient, il va dire c'est simple, et là vous allez tous vous figurer l'image. Vous avez celui qui est allongé sur le divan, qu'on va appeler l'analysant. L'analysant, c'est celui qui est allongé sur le divan et qui va quelque part raconter sa vie en fait. Et vous avez celui qui est assis et qui la plupart du temps lit son journal, et vous savez que c'est pas anodin et on va le comprendre tout de suite pourquoi il lit son journal, c'est l'analyste. Donc dans une thérapie analytique, dans une psychanalyse, vous avez deux acteurs. L'analysant, qui est en fait le patient ou la personne qui décide en fait être soignée, et l'analyste. Et les deux vont travailler ensemble pour explorer l'inconscient. Et ce qui est intéressant, c'est la règle fondamentale que Freud va donner à l'analyste et à l'analysant. Il va leur donner une règle. La règle qu'il va donner à l'analysant, celui qui est allongé sur le divan, c'est la suivante. Dites ce qui vous passe par la tête. Autrement dit, il n'y a aucun sujet qui est intéressant, aucun autre sujet qui est inintéressant. Ce qui compte, c'est de vous libérer. C'est vous dire ce qui vous passe par la tête. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est important ? C'est important parce que c'est ce qui va permettre de faire émerger l'inconscient. Parce que dès lors que j'ai envie d'intéresser mon auditeur, dès lors que j'ai envie de lui dire ce qu'il attend que je lui dise, je fais un travail conscient sur ma pensée. Je suis en train de réfléchir. Et le but, au contraire, c'est de se laisser parler, de se laisser emporter, pour faire en sorte qu'à des moments, il y ait l'inconscient qui émerge. D'accord ? Donc à l'analysant, il lui dit « dites ce qui vous passe par la tête ». Et ce qui est plus intéressant, c'est la consigne qu'il donne à l'analyste. Dans quelle posture, dans quelle attitude l'analyste il doit être lorsqu'il écoute ce que l'analysant lui dit, c'est ce qui lui passe par la tête. La posture de non-savoir. Posture de non-savoir. La neutralité bienveillante. Alors non, alors tout ce que vous dites c'est juste, mais il y a une expression très caractéristique. Effectivement. Il va donner cette phrase qui est presque un oxymore, qui est l'attention flottante. Alors pourquoi c'est un oxymore ?
Parce qu'au contraire, lorsque je suis attentif, c'est-à-dire que je suis sur mes gardes, je suis concentré, il dit non, c'est de l'attention, mais flottante. Pourquoi flottante? Et c'est un peu l'idée du psychanalyste qui lit son journal. Parce que vous vous rendez bien compte que si à un moment donné, au cours de la séance, lorsque le patient il va raconter ce qu'il dit, je m'intéresse à un de ces sujets, tout de suite c'est le conscient qui reprend le dessus. Ah, il s'est intéressé à ce que je lui ai dit. Ah, ça avait de la valeur. Et donc l'inconscient disparaît. Le but, c'est faire preuve d'attention flottante, d'écouter, faire en sorte que son discours ne nous échappe pas, mais d'un autre côté, de ne pas être suffisamment attentif pour ne pas donner l'impression qu'on s'intéresse trop à ce qu'on dit. Parce que si je m'intéresse trop à ce qu'il dit, bah c'est tout de suite le conscient qui réémerge. Ah, là, c'était intéressant. Ah, là, il a aimé ce que je lui ai dit. Et donc, il y a tout un processus conscient. L'attention flottante, et c'est ce qui explique que dans certaines thérapies, parfois, vous avez le psychanalyste qui lit son journal. Pourquoi? Parce que c'est une manière, quelque part, et c'est tout un travail, c'est tout un exercice. Alors effectivement, il ne faut pas être dans la dérive, d'accord? Mais bon, ça c'est pour vous présenter. Il y a beaucoup d'analystes qui lisent le journal. Non, mais c'est une image, c'est une image. Ça peut être un peu déstabilisant pour l'analysant, parce que Non, mais c'est l'image. Alors justement, il doit même pas le voir. Et c'est pour ça, alors c'est intéressant la remarque que vous faites, il doit surtout pas le voir. Parce que s'il le voit, et vous verrez dans toute psychanalyse, vous avez le patient qui est allongé, et pourquoi il est derrière? Parce que imaginez une seule seconde, qu'il lui dit un sujet qui est signifiant, qui a de la signification. Et le patient ou l'analysant, il lit l'étonnement de l'analyste. On est piégé. Vous comprenez que c'est un travail de chasse en fait. En fait, c'est une espèce de chasse à l'inconscient, quoi. Et c'est pour ça qu'il est derrière. Il est derrière juste pour se soustraire au regard, c'est ça surtout. Ouais. C'est pour ne pas qu'il y ait justement cette interaction du regard entre l'analyste et l'analysé Ouais. qui interfère sur ce qu'on appelle le transfert. Ouais. Parce que, Ah oui, il a trop souvent. parce que l'analysant va imaginer de ses relations antérieures avec ses parents, des substituts parentaux, pour que ça ne puisse pas interférer sur le transfert. Ouais. C'est plutôt ça. C'est aussi dans les détails. Mais encore faut-il présenter la notion du transfert, etc. C'est avant l'analyse. Oui, bah oui. Enfin, c'est la règle fondamentale, ouais. Pas que ce soit évident pour le patient. Bah oui, oui. Normalement, on n'est pas censé le dire. Sinon, il risque de... Pardon? S'il ne parle pas, il écoute simplement. C'est l'analysant qui débite son... Effectivement, ouais. Il parle quand Il même. s'analyse par lui-même. Il y a des moments où il intervient. C'est pas un moment où il va juste parler. Mais moi, ce que je veux vous dire, pourquoi je vous rapportais ça? Parce qu'il ne faut pas qu'on s'égare non plus. Moi, je vous rapportais ça pour vous dire qu'il y a ce mot attention flottante qui est fondamental. Parce que ce qui est au cœur, en fait, de tout ce processus, c'est l'attention qu'on va porter à la parole du patient. Autrement dit, ce qu'on est en train de dire, c'est ce qui fait la clé de voûte, peut-être, de la thérapie analytique, de la psychanalyse. C'est une question d'attention aussi. C'est une question d'être attentif aux détails qui parfois sont bien plus signifiants que ce que nous-mêmes on a envie d'exprimer. Et être en mesure d'être attentif aux détails du discours de la personne, c'est renvoyer une attention sur lui-même, et c'est peut-être cette attention sur nous-mêmes qui provoque aussi un changement, qui provoque un processus de changement chez la personne. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'idée centrale, c'est d'être en mesure de s'intéresser à soi, d'être en mesure d'être attentif à soi. Pour susciter un processus de changement, il faut à nouveau se réintéresser à soi. Il faut s'intéresser à nous-mêmes. Et quelque part, on a peut-être un élément d'explication, un élément de lecture par rapport à Vaizaku. Vaizaku, ils ont eu mal, ils ont pris conscience. Mais de quoi ils ont pris conscience? Ils ont simplement pris conscience d'eux-mêmes. Ils ont simplement dit, désormais, je reprends conscience de qui je suis et de ce que je suis capable de tolérer. Mais ça va plus loin que ça. Parce que ça signifie que Akadosh Baruch Hu n'est en mesure de s'intéresser à nous qu'à hauteur de ce que nous-mêmes on s'intéresse à nous-mêmes. Je ne sais pas si vous entendez ce que je vous dis. C'est-à-dire que nous, souvent, la Hashgacha Pratit, on est là à dire, finalement, c'est une question de tefila, d'investissement dans le divin. Ça n'a rien à voir avec ça. Akadosh Baruch Hu ne peut pas s'intéresser à nous si, au préalable, nous-mêmes, on ne s'est pas intéressé. Ah, alors, bonne question. Pourquoi pas? Alors, il y a deux réponses. La première réponse, c'est un processus d'apprentissage. Vous vous rendez compte, si Akadosh Baruch Hu, il devait s'intéresser à nous constamment sans que nous, on puisse poser le regard sur nos actions. C'est exactement ce qui se décrit chez un enfant. Un enfant, quand c'est un nourrisson, toute l'attention, il n'a aucune attention sur lui-même. D'ailleurs, il doit être toujours sous surveillance. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en mesure de faire attention à lui. Donc, toute la charge, la responsabilité de l'attention, elle est déportée sur les parents. Et à mesure que cet enfant il va grandir, il va acquérir une attention, une forme d'introspection, de conscience de lui-même, de conscience de ses actions, de ses paroles, de ses pensées.
Et à partir de là, on estime qu'il grandit. Est-ce que vous savez le mot enfant? Il vient d'un mot latin, c'est le mot infant. Et qu'est-ce que ça veut dire infant? Qui ne sait pas parler. Un enfant, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler, entre guillemets, dans la définition. Mais qu'est-ce que ça nous dit qu'il ne sait pas parler? Qui ne fait pas attention à lui. Et ce qui distingue l'enfant de l'adulte, c'est que l'adulte, il a appris à faire attention à lui-même. Et il ne déporte pas cette attention sur les autres. Ce n'est pas les autres qui doivent faire attention à lui. Ce que je veux vous dire par là, c'est que pour Akadosh Baruch Hu s'intéresse à nous, il faut d'emblée, ou il faut au préalable s'intéresser à nous-mêmes. Et que le déterminant de l'ashgacha pratit, c'est cet ashgacha personnel. C'est cette attention qu'on veut bien se fixer. Pourquoi Akadosh Baruch Hu? C'est pas qu'il était absent, évidemment qu'il était présent. Mais il ne pouvait pas. Ils ne pouvaient pas s'intéresser aux Bnei Israël si eux-mêmes ne s'intéressaient pas à eux. Vaï Zarakou, ça nous dit une chose. Ça nous dit que les Bnei Israël se sont à nouveau réintéressés à eux-mêmes. Et à partir du moment où on a eu cet élément déclencheur, Akadosh Baruch Hu, il s'est transformé en thérapeute. Pourquoi je vous dis en thérapeute? Vaïshma, j'entends. C'est un thérapeute, j'entends. Vaïar, je vois. Vaïskor, je me souviens que vous m'aviez dit ça. Vaïedar, je comprends, j'entends. Tout ce que nous dit la Torah, elle est en train de nous dire, mais Akadosh Baruch Hu a pu enfin s'intéresser aux Bnei Israël. Et on comprend le contraste entre le début et la fin de la paracha. Les Bnei Israël, ils étaient dans une acceptation. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'intéressaient plus à eux. Ils avaient quelque part plus d'existence. Mais à partir du moment où il y a eu cet élément déclencheur, ce Vaïzarakou, où ils se sont dit, d'accord, on fait cet effort de s'intéresser à nouveau à nous, alors à partir de là, ils ne pouvaient plus rien tolérer. Et en fin de paracha, il suffit qu'on leur dise, maintenant vous allez couper de l'orge du blé pour aller faire les matières premières, et là, ils se sont révoltés. Parce qu'ils ont décidé à nouveau de s'intéresser à eux. Le message de ce shiur, c'est de nous dire que le déterminant de l'ashgacha pratit, de notre rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est avant tout le rapport qu'on a à nous-mêmes. Et je voudrais terminer aussi avec cette phrase du rabbi de Kotsk, qui disait la chose suivante. Il serait préférable qu'une personne regarde en elle-même pour comprendre ce qui s'y passe, plutôt qu'elle regarde dans les cieux pour contempler ce qui s'y joue. Souvent, on fait trop l'erreur de s'intéresser à Akadosh Baruch Hu avant de s'intéresser à nous-mêmes. Et Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'avant tout, Vayanechu bnei Israël mina avoda, on puisse libérer un temps, un instant, dans la journée, pour se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Comment je me suis comporté vis-à-vis des autres? Comment, dans mon rapport à autrui, dans mon rapport à moi, dans mon rapport à Akadosh Baruch Hu, se poser la question. Vous savez ce que je vous dis, en vérité, en fin de compte, je vous le dis, ça reste des banalités. Elle est où la différence? Tout le monde va être capable de vous dire en sortant dans la rue, mais oui, c'est fondamental, l'introspection, il est où l'enjeu? Il est où le défi? Le défi, c'est que pour tout le monde, c'est important. Mais est-ce qu'on libère véritablement du temps pour ça? On est capable de dire important, mais est-ce que dans la journée, on libère, on réserve 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes pour essayer de se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Comment j'ai été? Comment je me suis comporté? Il est où, Hachem? C'est le problème de l'introspection et de la communication. Oui, tout à fait, oui. C'est ce dont on parle. Mais ce que je veux vous dire par là, et c'est l'expression « Vayanechu bnei Israël mina avoda ». L'expression qui précède le Vaïzakou, c'est « Vayanechu bnei Israël mina avoda ». Les Bnei Israël ont eu un moment pour s'arrêter et reprendre conscience d'eux-mêmes. Et c'est ce travail qu'on doit faire. Être en mesure, voilà, moi je vous le dis, à la suite de ce shiur, si j'ai permis que 2 minutes dans la journée, vous puissiez les libérer, les accorder pour vous poser la question de comment j'ai été par rapport aux autres, par rapport à moi-même, par rapport à Kadosh Baruch Hu, alors non seulement moi je serai gagnant, mais vous serez encore plus gagnant. Quelque part, ici, le début du Sefer Shemot, et peut-être que l'esprit de la Torah, c'est le chemin le plus court de l'homme à l'homme. Bezrat Hashem, qu'on puisse mériter de se comprendre, qu'on puisse mériter de porter plus d'attention à nous-mêmes pour susciter l'attention d'Akadosh Baruch Hu. Yero enenu ismach libenu. Bargala Ouzman qui arrive, Amen. Hazak ou Baruch.